Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de la 2e saison de Code Fax. On commence avec Fribourg, 3 matchs, 3 défaites. Est-ce que Mark French est déjà sur un siège éjectable ? On enchaîne avec le Lausanne Hockey Club qui a inauguré sa Vaudoise Arena en perdant 5-3 contre Genève Servette. Les leaders ont failli. Genève justement qui en lui voit la vie en rose, en grenat, tout roule, tout vole pour les aigles. Et puis Bienne, solide leader finalement avec une défense qui tient vraiment très très bien la route. Puis on terminera avec des réponses à vos très nombreuses questions. Salut Greg. Salut Jean-Fred, tu t'es remis de ta soirée lausanno-genevoise. C'était compliqué d'un point de vue logistique pour ceux qui devaient bosser, pour ceux qui buvaient des bières, peut-être aussi parce que pour boire des trucs, c'était pas forcément génial, mais pour nous, quand t'as pas de wifi et puis que même les réseaux téléphoniques ont de la peine, tu balises un petit peu, tu vois. Puis toi, par contre, t'étais à... Moi, j'étais à Zurich, j'ai suivi de loin cette inauguration, j'ai entendu que des bonnes choses, vraiment. Je m'attendais à une soirée compliquée, on sait ce que c'est, une ouverture, il y a un peu tout qui peut... Enfin, c'est le premier test grandeur nature, même s'il y avait eu un match contre Getse avec les juniors, mais c'est clairement pas pareil. Moi, j'ai entendu que des bonnes choses, les images, moi, il y a un truc qui m'a frappé, on y reviendra sur ce match, sur la glace, mais ça m'a frappé, c'est quand tu regardes les reflets, ça fait vraiment sérieux en fait de voir cette patinoire là pour le produit hockey, je trouve. Oui. Parce que les gens qui sont dans la patinoire, ils sont contents, youpi, le mur, 3000 personnes, très bien. Mais quand tu marketes ça, quand tu vends ces images là, c'est autre chose que l'Ilfis, la Valachia ou peu importe quelle autre patinoire. Ça fait super sérieux. Ça a l'air d'être un beau produit. En fait, j'ai encore pas pu aller à la Vaudoise Arena, mais je me réjouis vraiment parce que, en tout cas, sur image, ça a l'air beau. Au début, j'étais un peu dubitatif. Pareil, une chose, l'aspect très gris. Ouais. Et moi, j'adore les patinoires ultra sombres. Et maintenant que les sièges noirs ont été mis, ça change directement l'atmosphère. Puis sur les photos que j'ai vues, les lumières, ça change quelque chose. Bref, ouais, de l'extérieur. Mais en tout cas, je me réjouis d'y être. On reviendra sur le match et puis un petit peu ses à côté. Dans la deuxième partie de cet épisode, on parle de Fribourg parce que... Comme d'habitude, mieux vaut pas parler de votre club trop tôt, mais là, Fribourg. Ouais, qui a enchaîné une 3e défaite contre Zurich. C'était 4-1 pour Zurich mardi soir au Wallenstadion. Ce qui pose un petit peu problème aussi pour Fribourg au-delà de la défaite, c'est de se dire qu'ils avaient eu une semaine pleine pour se préparer pour ce match. Et t'arrives et à un moment, il y avait 28 tirs à 7. Au moment du 3-0, il y a 28 tirs à 7. Puis tu te dis, ça va pas. Non. Bah, en fait, c'est toujours la même chose. Si tu fais un bon match, tu pourras dire on a eu une semaine pour le préparer. Puis si tu fais un mauvais match, ben c'est ouais, le rythme est pas simple. Et moi, je le conçois complètement que s'entraîner toute la semaine, c'est pas la même chose qu'enchaîner les matchs, que d'avoir le rythme de la compétition. Mais au bout d'un moment, t'as pas le droit. Je veux dire, l'entame de match de Fribourg-Gotteron à Zurich, c'est une catastrophe. Et Mark French s'est pas caché à la fin en disant mais j'étais obligé de prendre mon temps mort à 3-0 parce que ce qu'il y avait sur la glace, ça allait pas du tout. Je pense pas que c'est le moment de s'inquiéter pour Fribourg parce que 3 matchs à l'extérieur, c'est pas dramatique. Surtout que il y a eu une réaction. Il y a une bonne deuxième partie de match. Tu me diras dès le 3-0. À 3-1, Fribourg est vraiment très 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 proche de mettre le 3-2. Puis derrière, tu sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que ces 3 matchs, 3 défaites. Langnau, ils sont mal payés. Zurich, au bout du compte, ils sont pas mal payés. Tu peux pas te présenter comme ça sur la glace, espérer autre chose que rentrer la queue entre les jambes à Fribourg. Ils sont rentrés la queue entre les jambes. Ce qui est le plus inquiétant, il y a déjà une inquiétude de moins, c'est que Schneeberger joue pas. On disait la semaine passée que ce type était une catastrophe. Tu avais bien senti le truc en disant qu'il pourrait y avoir Camerzin. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, enfin, je pense qu'il faut pas avoir fait OK à l'Uni pour s'être rendu compte que Schneeberger était une cata. Mark French l'a mis en tribune, mais moi, c'est offensivement où je pense qu'il y a un vrai problème actuellement, dans le sens où il n'y a aucune ligne qui sort du lot de ce qu'on a vu sur ce match à Zurich. Et à la limite, tu te dirais, ouais, mais la ligne Stolberg, Desharnais, Rossi, ben non, en fait, même celle-ci, elle ne sert pas à grand-chose. Desharnais rate la cage vue de début du match, là aussi, c'est toujours la même chose avec des si et des mais, s'il la plante au lieu de mettre en dessus. Mais toujours est-il que Desharnais, il n'est pas là encore. Après, c'est pas un joueur qui a l'habitude de commencer pied au plancher ses saisons. Je pense qu'on va voir un meilleur David Desharnais un peu plus tard. Attendez dans Hockey Manager que son prix baisse. Je pense que ce sera un bon prix. Bon investissement. À mon avis. Actuellement, moi, mon principal problème avec cette équipe, c'est cet alignement et cette paire Desharnais-Stolberg qui a été mise dès le premier match de préparation. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les scinder ? Moi, je pense que oui. Mais tu peux juste déjà te dire, on met un autre ailier à la place de Rossi qui n'a pas servi à grand-chose
choses sur les matchs où il était là. En tout cas, il est là pour moi. Le principal problème de Fribourg actuellement, c'est la composition des lignes et je serais vraiment pas surpris que Marc French change quelque chose assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Kylian Motet peut-être, buteur, peut-être plus vif, à la place d'un Rossi qui fait de la place en se disant que Desharnais est très joueur et puis que Stolberg est très complet? Ouais, je sais pas, moi je la sens pas. Kylian Motet avec Desharnais et Stolberg, j'ai l'impression que défensivement, tu pourrais vite avoir un petit souci. Pour moi, la solution, mais est-ce qu'on avait parlé la semaine passée, à force, je sais plus ce qu'on se dit au téléphone et ce qu'on se dit en vrai, mais Stolberg avec Andrei Bikov. Moi, je suis assez convaincu que c'est vers ça que doit tendre Fribourg-Gotteron. Ça permettrait peut-être d'élever un petit peu Andrei Bikov à la place de Brodin. Mettre Brodin qui amène un peu ce punch sur la première ligne, peut-être avec Desharnais, à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est de loin pas optimal. Maintenant, il y a une autre question à se poser, c'est Sandro Schmidt, qui fait de nouveau... Bon, il a été moins en évidence qu'à Langnau, j'ai trouvé. Mais est-ce qu'il ne mérite pas un petit peu plus de responsabilité pour être un peu mieux mis en lumière que ce qu'il est actuellement en quatrième ligne à alterner avec Adrien Lauper? On est des partisans de cette possibilité de mettre des jeunes, de les monter dans l'alignement. C'est ce qu'on disait aussi quand tu m'avais posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour l'absence de Julien Sprunger? Sandro Schmidt, c'était aussi peut-être l'occasion de le mettre, mais sur le papier, c'est très bien. Et puis après, Marc French, il se dit, ouais, mais les gars, vous êtes gentils, mais non. Le gamin de 18 ans, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Défensivement, il n'est peut-être pas assez responsable. Donc, c'est pas lui rendre service, finalement, pour son développement, de le mettre là. Oui, et puis c'est pas sous prétexte que le cas Smirnovs est un exemple à Genève que maintenant tous les joueurs de moins de 20 ans vont flamber en National League. Il faut aussi se rendre compte de l'aspect exceptionnel de ce qu'est en train de réaliser Smirnovs à Genève. C'est génial que Genève arrive à le mettre autant en lumière, mais c'est aussi parce que c'est un joueur qui est brillant à la base. Moi, j'aimerais bien voir Sandro Schmidt avec un petit peu plus de jeu autour de lui. Donc peut-être que c'est une option aussi. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu problématiques. À Fribourg, moi, le 2-0, je comprends toujours pas ce que fait Reto Berra. S'il sort au moment où le puck va en avant, sur Baltisberger, je pense qu'il a 3 mètres d'avance. Oui. Il est au puck 3 mètres avant Baltisberger, il a le temps. Après, il se retrouve hors de position. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Au troisième tiers, il refait une fois le même coup. Il sort pas de sa zone. Je ne comprends pas. Après, voilà, non, je ne l'ai pas écrit finalement. J'hésitais à l'écrire. Mais Fribourg, finalement, a perdu 3 matchs à l'extérieur. Mon playoff, j'aime bien la phrase qui dit une série, elle n'a pas commencé tant qu'aucune équipe a gagné à l'extérieur. Là, Fribourg, on ne peut pas parler de crise tant que tu n'as pas encore perdu à la maison. Finalement, c'est purement pragmatique. Mais si tu fais tes 25 victoires à la maison, tu es en playoff. Ça n'arrive jamais, on est bien d'accord. Tant que tu perds pas tes matchs à la maison, tu es encore globalement bien dans la course finalement. Mais ben voilà, ça fait 6 points de retard sur Lausanne. Lausanne ne va pas rester 8e, faut être assez clair. Ça fait 7 de retard sur Langnau, ça fait 9 sur Rapperswil. Alors oui, il y a toujours les matchs en retard, mais les multiples de 3, c'est pas comme ça que ça marche tout le temps en général. Donc c'est pas parce que tu as 4 matchs de retard que tu vas reprendre 12 points sur tout le monde. Il va falloir commencer à les gagner. Puis à Genève, c'est pas le meilleur endroit pour commencer à gagner les matchs pour l'instant, il me semble. Non. Bienne l'a fait, certes, mais Genève est en pleine confiance. Ouais. Pour Berra, je voulais revenir là-dessus. Je crois qu'il hésite à sortir parce qu'il a un défenseur qui se fait fumer, ouais. Ouais, il y en a un autre qui est en train de revenir, puis il se dit, est-ce qu'il arrive à revenir sur Baltisberger ou pas? Au passage, Baltisberger, là encore, tu avais dit que c'était un joueur qui serait très intéressant pour l'intersaison prochaine, et j'ai l'impression que Baltisberger, sous Richard Grunborg, est en train de redevenir le Chris Baltisberger qui était pas qu'aux portes de l'équipe nationale ou pas que 14e attaquant de l'équipe nationale, mais qu'on se dit, tiens, c'est un vrai joueur de hockey. De nouveau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, il est physique, il a un vrai impact des deux côtés de la patinoire. Là, il bloque un puck à la ligne bleue, puis il part tout seul marquer son but finalement. C'est Ablanalp qui lui met dans les jambes, ouais. Par contre, alors, il y a au moins une chose qui est positive à Fribourg, c'est le powerplay. J'ai regardé... Je voulais voir combien de temps de powerplay il y a eu. 13 secondes. Ça, en général, là, c'est bon signe, ça, ouais. Tu te dis, mais c'est parce qu'en fait, il y en a eu un. Bon, et ils ont marqué après 13 secondes. On disait que ce powerplay avait tout pour réussir. Il le prouve encore. Maintenant, il faudrait peut-être effectivement avoir plus qu'une chance. Alors, c'est ce que je voulais te répondre. C'est que quand tu provoques une pénalité toute la rencontre, et on peut pas dire qu'il y a eu des coups de sifflet oubliés ou autre. Moi, j'ai pas vraiment souvenir d'action où... allez, je crois une fois, j'ai dû noter sur ma feuille qu'il y a un retenu qui a pas été sifflé, je crois, se faire sur... bref, je sais plus. Mais il y a une action, je me dis... On la donne à Marty. Parce que comme ça, on met tout sur le dos de Marty. Non, dans l'autre sens. Je crois que c'est en zone offensive. Ce frère, c'est Motet qui se fait accrocher dans la bande. Mais
un détail insignifiant au bout du compte. Donc non, Fribourg n'a pas été l'agresseur pendant une grosse partie du match. Dès la 30e, Fribourg a été bon. Et qu'est-ce qui a changé pas la 30e, juste après le 3-0, là il y a le 3-1 qui tombe juste après. Là, Fribourg est la meilleure équipe sur la glace pendant quasi 20 minutes. Et j'ai parlé avec Daniel Brodin à la fin du match, qui lui est un joueur justement qui est l'agresseur, qui va aller gratter, qui va aller mettre des coups. Il s'est fait détester dans toutes les patinoires où il a joué pour l'instant. Il n'a encore pas joué à Fribourg, mais là il va s'y faire adorer, c'est une évidence. Lui il disait, mais on est une bonne équipe quand on est l'agresseur, quand on joue au hockey, quand on va chercher l'autre. Et on n'est pas une bonne équipe quand on attend, quand on est passif comme on l'a été durant 28 minutes. Puis je lui dis, mais j'avais un relan du Fribourg de l'année passée où tu sais qu'il y a 2-0, tu dis de toute façon ils vont pas revenir, on sait. Et il a dit, ouais mais justement, il y a un nouveau vent dans ce vestiaire, j'en suis convaincu et je dois être l'une des personnes qui amène ce nouveau vent dans le vestiaire. À voir si dans son sillage il arrive à traîner tout le monde, mais il y a du positif à retirer malgré la défaite. Et justement, je pense que French il va assez rapidement effacer les 28 premières minutes du match parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais derrière, il y a des choses à prendre. Il y a clairement des choses à prendre. Et puis on tombe aussi, alors forcément, tu dis l'agresseur, le Fribourg a pris 5 fois 2, 2 fois, on va dire une fois, et l'autre, le deuxième but de Peterson, il est à 1 seconde, juste après, mais c'est quasiment un powerplay parce que l'autre n'a pas pu revenir, donc dans exact. le schéma, c'était un powerplay. Noro, Garrett Rowe, Noro et Peterson. Wow, la transition côté droit, Rowe qui donne à Noro qui passe directement à Peterson qui envoie sa cacahuète. C'est beau à voir, c'est un bonheur. Alors quand t'as Rowe et Peterson dans le K-Manager, c'est encore plus chouette. Mais même sans ça, c'est un bonheur. Moi, le shoot de Peterson, je pourrais le regarder toute une soirée, quoi. C'est incroyable tellement ça part vite et tellement ça part. C'est puissant en fait. Et ouais, j'aime bien. Puis en plus, ils arrivent à le décaler vraiment dans le rond d'engagement sur la droite du gardien. Donc ça vient à 5-6 mètres à cette vitesse-là. En gros, s'il met la main, Berra, il se la fait péter, quoi. Ouais. C'est très intéressant aussi de voir. On disait Chris Baltisberger, Frédéric Peterson aussi, qui a connu une saison dernière compliquée avec Aubin et avec Arnaud Delcourteau. Là, tout d'un coup, on retrouve des joueurs. Alors, c'est ses 2 premiers buts. Il y a déjà eu plus de matchs que ça. Mais il commence de nouveau à se faire sentir sur le jeu de puissance. Et si ça redevient une arme aussi létale pour Zurich, ça, c'est pas perdu pour eux. Effectivement, Noro, la même chose. Hein. On sait que c'est un quarterback de powerplay excellent. Ah ouais, clairement. Mais là, il est bien mis en valeur. Et peut-être aussi que ce qui change tout ça, puisque les 2 joueurs étaient là, hein, Noro et Peterson, c'est Garrett Rowe. Et on se rend peut-être compte de plus en plus. Le powerplay de Zug était très bon. Le powerplay de Zurich commence à être vraiment bon. C'est peut-être lui, ce chaînon manquant, qui rend le powerplay aussi fort. Ouais, complètement d'accord avec toi. Puis il faut pas oublier que Peterson, la saison passée, on dit qu'il fait une mauvaise saison. Il est à 12 buts quand même et 27 points en 38 matchs. Selon ses standards, c'est une mauvaise saison, on est bien d'accord. Mais la saison d'avant, c'est 26 buts. La dernière, à Lugano, il fait une saison à 26 et une saison à 33 buts. Je veux dire, c'est un sniper. Et niveau âge, on peut dire qu'à 32 ans, ça va. Il est encore dans la force de l'âge, disons. Peterson, je pense que, petite parenthèse de K-Manager, ouais, bon, je pense que je vais le garder, par exemple. Si on revient à Fribourg, Mark French, certains sont déjà en train de crier au loup en disant est-ce qu'il faut le virer ou est-ce qu'il faut commencer à penser à activer le siège éjectable. Je trouve qu'après 3 matchs, qui plus est à l'extérieur, c'est complètement contre-productif, c'est perdre des pédales. Alors après, les gens diront oui, mais on se souvient des 2 saisons passées, mais il y en a quand même une où ils vont en play-off, Fribourg, donc c'est pas complètement raté. On a l'impression qu'il y a une sorte de rigidité, puis il y a une sorte de lassitude de ce système. Tu ressens aussi ça un peu? Alors je peux parler que pour mon cas là, honnêtement dans le vestiaire, j'ai pas d'antenne qui m'alerte sur cette lassitude. Ça veut pas dire que c'est pas le cas. J'ai rien dans ce sens-là. En tout cas, au bout d'un moment, le hockey est un spectacle. Et on l'a suffisamment dit avec Lausanne l'année passée, que oui, tu peux gagner des matchs, c'est bien joli, mais au bout du compte, les gens, il faut qu'ils rentrent à la maison en ayant assisté à un spectacle. On parlait de marketer un produit. Ton produit, c'est aussi un spectacle. Là, offensivement, Fribourg, c'est pauvre. Et moi, j'ai pas l'impression qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Là, actuellement, tu as quand même des joueurs qui ont... Je veux dire, Brodin met 20 buts ou 19 buts la saison dernière en SHL. Ça va, c'est pas un manche. Motet, c'est un joueur qui a 15 buts dans les mains. Rossi, c'est un joueur qui a 15 buts dans les mains. Niveau créatif, tu as Desharnais qui est quand même pas le dernier. Andrei Bikov, quand il est sur On, c'est quand même un créateur assez intéressant.
offensivement, il y a le matériel à disposition et il n'arrive pas à en faire quelque chose. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus parce que défensivement, c'est une équipe qui est globalement assez bien en place. Le 2-0, c'est Berra Planal qui combine pour offrir un but. Le 3-0, c'est Chavaya qui rate sa relance. Tu me diras, c'est un jeu d'erreur, le hockey. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. On est bien d'accord. C'est pas systémique, les buts. Ça vient de problèmes individuels que tu peux pointer. Tu dois dire, prochaine fois, quand tu as un défenseur, quand tu as l'attaquant qui est à 2 mètres, tu lui tires pas dans les mollets parce qu'après, il va partir tout seul. Prochaine fois, quand tu as le puck là, au lieu de tenter une passe compliquée, tu balances. C'est pas le système qui était pris à défaut, c'est les individus. Donc, cet aspect-là de la glace, moi, il ne m'inquiète pas. Offensivement, oui, il n'arrive pas à faire quelque chose de cette équipe. Le power play va mieux. On sent que là c'est en train de donner le tour. Moi, je ne serais pas du genre à paniquer actuellement, non. Pas après 3 matchs, 3 défaites. Parce que, comme tu l'as dit, 3 matchs à l'extérieur, comme on l'a dit depuis le début de la saison, à part ça, que ce début serait compliqué. Il l'est. Maintenant, ce que moi j'attends, c'est le week-end. Pas l'ouverture de la patinoire est contre Berne, c'est un derby, tu sais jamais comment ça va tourner. Match spécial, celui-là je le mets à part, mais il y a le match avant contre Genève et le week-end suivant, Fribourg joue Ambry et Rapperswil. Et si tu prends ces 3 matchs-là, certes c'est à Genève, et il y en a un des deux, c'est à Ambry, et ils accueillent Rapperswil. Mais sur ces 3 matchs-là, si tu n'arrives pas avec minimum 6 points, là tu peux commencer gentiment à dire, là on est en train de prendre du retard. Pour l'heure, gagne tes matchs à la maison, et puis ça doit le faire, encore une fois. Berne à la maison, tu as le droit de le perdre, quoi. Mais Fribourg, tu as le droit d'aller perdre à Berne, tu as le droit d'aller perdre partout, finalement, mais tu as le droit de gagner de temps en temps aussi. Il y a juste un truc qui me chatouille un tout petit peu, tu en parles assez souvent comme ça depuis le début de la saison, c'est Andrei Bikov, qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais je me pose la question maintenant, est-ce que c'est vraiment un centre de deuxième trio ? En 2012, il était vraiment fantastique, effectivement. On se souvient aussi, on a l'impression que le duo Bikov-Sprunger existe depuis 20 ans. Mais est-ce que maintenant, c'est pas un centre de troisième trio finalement et que ça amène un petit peu une certaine faiblesse peut-être sur la deuxième ligne de Fribourg ? Je me pose la question. Hein. Oui, je crois qu'on l'a dit dans la présentation de Fribourg. Samuel Valzer est un excellent centre de troisième ligne, mais pas mieux. Le problème, c'est que si tu as 2 centres de troisième ligne, ça devient un peu problématique. Et je pense effectivement que Andrei Bikov doit être l'un de ces joueurs qui doit en apporter plus. Et c'est pas le cas. Pour l'instant, j'entends qu'ils sont pas très contents de sa production et de son jeu. Mais tu mets qui à sa place actuellement ? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que tu as mieux à proposer ? Et c'est dur. Et Valzer, encore une fois, je pense que dans le puzzle fait par Christian Dubé, cette pièce-là, Valzer, c'est centre troisième ligne, et c'est un bon coup de l'avoir pris pour ce rôle-là. Les chaussures sont trop grandes en dessus. Est-ce que Bikov est capable de les remplir actuellement ? Absolument pas. Pour une passe très intéressante à Planalp, le but à Langnau, il n'y a pas eu grand-chose d'autre qui est venu de sa canne. Donc oui, il va vraiment falloir qu'il monte en puissance. Orphelin Sprunger, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des conditions pour performer. C'est clair. La saison dernière, il fait 41 matchs, 26 points, 6 buts, 20 passes. C'est pas dégueu, hein, on est bien d'accord. Mais c'est aussi l'impact sur le jeu qu'il pouvait avoir peut-être la saison 12-13 où il est à 46 points en 46 matchs. Là, il avait été vraiment fantastique. C'est l'année de la finale de Fribourg-Gotteron. Et puis au-delà des points, c'était vraiment tout l'aura qui dégageait. Hein. Complètement d'accord. Et oui, là, c'est l'un des problèmes, c'est la profondeur au centre pour cette ligne numéro 2, surtout si tu n'as plus Julien Sprunger. On revient du coup à ce rééquilibrage des lignes qui pourrait être important. C'est que si ta ligne numéro 2, c'est plus Sprunger, Bikov et Marchand, mais tu mets Brodin et puis que cette ligne ne fonctionne pas, et tu as ta première ligne qui n'est pas en train de fonctionner non plus. Du coup, tu viens de dire, ouh là là, j'espère que Motte, Valzer, Lotak vont s'en sortir, parce que derrière, c'est la quatrième ligne Schmutz, Vauclair, Schmidt. Ou Lauper. Là, ça devient sacrément compliqué. Donc, oui, le rééquilibre. Pour moi, c'est vraiment ça le chantier de French avant samedi. C'est rééquilibrer ces lignes 1 et 2 pour trouver une combinaison. Un duo qui fonctionne, puis après tu as Joan l'ailier qui va. Est-ce que ton duo qui fonctionne, c'est quand même Stolberg Dernay, mais tu changes ton ailier ? Peut-être, mais on a vu avec le TAC au match 1 que c'est pas lui en tout cas la solution. Voilà, on a fait un long sur Fribourg, un long moment sur Fribourg. On passe à ce match inaugural de la nouvelle patinoire de Malais avec Vaudoise Arena. Qu'est-ce que la Vaudoise, elle met plein d'argent, qui nous sponsorise pas, hein, je tiens à le dire. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'argent sur le podcast, donc ce sera la patinoire de Malais. Moi, j'ai de la peine. Alors, tout petit, c'était pas prévu, mais toute petite parenthèse.
Moi, quand c'est un ancien bâtiment qui tout à coup change de nom, j'ai de la peine. Quand c'est un nouveau bâtiment, je me dis, bon, bah voilà, il a son nom finalement. La BCF Arena, moi, j'arrivais pas. C'est la patinoire. Alors là, ça va être une zone grise parce que est-ce que c'est toujours le même bâtiment, est-ce que c'est pas le même bâtiment? C'est sur le même site. Mais t'appelles plus le RT par exemple. T'appelles la Bossart Arena. Alors c'est à côté, hein, il y avait 20 mètres. Oui, je pense aussi c'est parce qu'on est. Il y a une question de proximité. T'es plus proche des endroits en Suisse romande. Les Vernets, s'ils construisaient à la même place une nouvelle patinoire, on est désolé. Hein. Alors, nouvelle patinoire à la même place, là ça commence à faire beaucoup, mais oui, vas-y. J'arriverai pas à appeler autrement que les Vernets. Quoi. Même ce sera pas au même endroit, donc ce sera autre chose. Autant la Praille par rapport au Charmy, c'est plus simple. Mais on s'égare. Complètement, on en parle foot, c'est n'importe quoi. Désolé. Hein. On va revenir sur ce match qui était assez spécial pour les deux équipes, mais vraisemblablement plus pour Lausanne, qui finalement a failli, j'ai envie de dire, avec ses leaders. On pense notamment à Tobias Stephan, on pense aussi à Jonas Junland. Finalement, Genève qui continue à surfer sur une vague incroyable, qui voit la vie en rose et qui a gagné 5-3. Mais si on reprend la performance lausannoise, j'ai pu aller dans le vestiaire. Alors pour la première fois, effectivement, ce vestiaire ovale, style NHL, très très bien. Hein. En plus, il n'y a pas de tapis au sol, donc il n'y a pas de risque d'avoir une amende parce qu'on a marché sur un logo. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Il y avait Joel Genadzi qui était très affecté. Moi, je l'ai senti vraiment. Certains autres joueurs, je pense bien qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat final. Mais Joel Genadzi, on sentait, il avait vraiment envie de donner quelque chose, il disait, pour cette organisation, pour ses fans, pour tout ce qui a été fait par les gens autour de cet événement et autour de ce bâtiment. Il était vraiment très affecté que Lausanne n'ait pas pu gagner. C'est quelqu'un de très émotif, Joel Genadzi, qui prend à cœur les choses globalement. Exactement. Donc je suis pas surpris de ce que tu dis là. Ouais. Il disait, le terme qui résume presque un peu tout, c'est naïf. Joël Vermine lui a parlé de maturité, de manque de maturité, donc d'immaturité de la part de Lausanne, ce qui est assez étonnant étant donné j'allais le dire. La composition de l'effectif et par rapport à Genève qui a pas mal de joueurs jeunes, puisqu'il y avait notamment Smons aussi qui venait en plus, donc un jeune joueur, jeune défenseur, parce qu'ils avaient plein de blessés. Donc vraiment, Lausanne s'est fait rouler. Quand ils reviennent à 3-3, tu te dis, et je pense qu'on était un peu tous d'accord dans la patinoire, tu te dis, ouais, le fameux momentum a changé. Là, Lausanne va finalement passer l'épaule. Et puis, tu as une bête relance. Wingles qui arrive à... Qu'est-ce qu'il est fort, Wingles, à part très, ça. très, très, très bon. C'est... Entre Winnick et Wingles, c'est vraiment win-win pour les deux. Et c'est très bon, ça. Tu l'as déjà écrit ou pas encore? Non, mais je l'ai dit au pécaliste. Donc, je reprends mes vannes. Et il a poussé Junland. Et Junland, j'ai l'impression qu'il nous fait une brasse coulée. De nouveau, ça ne va pas du tout. On y reviendra. Wingles joue très intelligemment. Il attend Simon Lecoultre qui monte et qui met ce but. L'histoire est jolie en plus, parce que Simon Lecoultre, on sait que c'est un ancien junior lausannois qui a passé 3 ans au Canada. Et on pensait qu'il allait peut-être revenir, comme la plupart des juniors. Je crois que s'il avait pu choisir, ou du moins, je sais que c'est quelque chose qui l'aurait intéressé. C'est dans l'autre sens, ça s'est pas matérialisé. Il n'y a pas eu un accord, une envie mutuelle de collaborer, exactement. Disons. Et l'agent a très bien fait son boulot en proposant le joueur à Genève, en se disant, ça, j'aime bien ce move de l'agent qui se dit, ouais, il pense à son joueur, si tu veux. Il va pas penser forcément à une commission, il va se dire, où est-ce qu'il a le plus de chances de jouer, finalement. Et Simon Lecoultre disait que Patrick Aymon, effectivement, il est pas du tout... c'est un entraîneur qui ne fait pas du tout... qui met pas en lumière les erreurs, il va pas t'engueuler. Il a vraiment un rôle de formateur. Ouais. Et sans doute que pour certains de ces joueurs, c'est l'entraîneur qu'il faut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je rebondis juste sur un mot, naïf. Et quand en face, une des paires défensives, t'as Carrère. L'autre paire défensive, t'as Vic, qui est un attaquant. Hein. Après, t'as Lecoultre. Après, t'as Smons. Et sur une des paires offensives, t'as Smirnovs. Après la 2, t'as Maillard. La 3, t'as Miranda. La 4, t'as Kashka. Ton 13e attaquant, c'est Jesse Tanner. Et malgré tout ça, tu arrives en face à dire « Non, t'es trop naïf, c'est incroyable, honnêtement. » Et ça a l'air vrai. Moi, je te dis, j'ai vu des larges extrêmes et pas tout le match. Mais il est juste ce mot naïf, finalement, sur certaines actions. Après, Genève a quand même, c'est 30 et quelques shoots à 23. 23 shoots, 5 goals. Ok, il y a une cage vide. Au bout du compte, Genève a été ultra réaliste. Est-ce que Genève surperforme? Je ne sais pas.
Mais actuellement, les planètes s'alignent quoi, à Genève en ce moment. Genève joue juste. Mhm. Genève joue simple. C'est aussi ce que nous disaient les joueurs, c'est ils font pas ce qu'ils savent pas. Et les joueurs lausannois l'ont remarqué aussi. Genève a toujours joué de manière assez simple. Là, ils sont un petit peu plus tactiques, visiblement. Mais surtout, ils font pas des choses qu'ils ne savent pas faire. Quand tu ne surjoues pas, en général, ça marche bien. Et les anciens aussi, Wingels, Winnick, Fer, qui au passage étaient les 3 premiers buteurs, ils aident les jeunes. Ouais. Ils vont leur donner des conseils de vieux routiniers. En plus, ils donnent l'exemple en mettant des buts. Certes, peut-être un peu chanceux avec le but de Winnick. Là aussi, si vous pouvez voir les reflets filmés, la passe de Wingels est magnifique, l'ouverture. Et puis après, effectivement, Tobias Stephan se trouve, mais on s'en fiche un peu. C'est sur l'action et l'envie de se projeter qui est très très juste. C'est ce mélange, finalement, pour l'instant, marche très bien. À Lausanne, parce qu'il faut quand même aussi dire que je parlais de la faillite de certains leaders. Alors forcément, on ne s'attend pas à ce qu'un joueur comme Tobias Stephan se trouve sur 2 des 3 buts. Ouais. Le premier, il n'y peut rien. L'engagement gagné de Smirnov, ça vient directement au lucarne très vite. Ouais. Aucun problème. Au passage, cet engagement de Smirnov en zone offensive pour Genève, c'est consécutif à un dégagement interdit de Junland après 7 secondes. Il a le puck, il monte, il n'a pas trop d'autres solutions selon lui, hein, et il passe même pas la ligne rouge, il envoie au fond, dégagement interdit, engagement, boum, but. Donc, il fait 2 pénalités aussi qui vont pas du tout, des pénalités stupides, notamment une obstruction, alors qu'il a un coéquipier qui est juste à côté et que le joueur genevois passe entre les deux assez intelligemment, mais Junland ne doit jamais faire cette faute. Et ça me fait dire que tu avais pointé du doigt, et il me semble que certains des fois ne sont pas d'accord. On voit sur les forums ou les réseaux sociaux des clubs, ils disent ouais mais bon, Junland c'est un peu pas un intouchable, mais oui offensivement il est très très bon. Je me rappelle que toi t'as dit ouais mais Junland, est-ce qu'il y a un moment il faudra peut-être pas arrêter avec, et est-ce que Lausanne va le prolonger? C'était la question que tu posais. Ah, moi j'ai la réponse, non, ils vont pas le prolonger. Vu ce match-là, même avant. Ça ne va pas. Non, même avant. Le meilleur défenseur de Lausanne en ce moment, et c'est très drôle parce qu'on dit que Krejala allait faire champion du monde, c'est Petri Lindbohm. Ouais. Petri Lindbohm ne fait quasiment pas d'erreur, il joue très juste, et c'est pas parce qu'il est finlandais puis que son entraîneur est finlandais, c'est parce qu'il fait les choses de manière correcte. Junland, je sais pas, des fois il a un peu... ça va pas, et c'est pas lui qui a joué le plus, en plus, alors que traditionnellement il a le plus de temps de glace. Il va rebondir, je pense. C'est un très bon joueur. Mais il y a un petit souci, là. Alors moi, j'ai vu les extraits, j'ai vu les statistiques, j'ai vu tout ça. Il y a 2 choses qui m'ont interpellé et je voulais avoir ton avis là-dessus. 1, on me dit déjà dans l'oreillette que Jan Alston est de moins en moins vendeur pour Yannick Eren. En voyant l'alignement et de voir Eren en première ligne avec Jeffrey Evermin, je me dis, tiens, ça coïncide avec cette info que j'entends. On me dit, on s'est intéressé, mais il me semble que c'est plus difficile d'avoir Eren en ce moment. Très bien. Et Trabert, quoi. Plus de 10 minutes de jeu. En général, 10 minutes, c'est sur 3 semaines, en général, Team Trabert. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. T'expliquer, ça va être un peu compliqué, si ce n'est que la froide réalité des chiffres, c'est qu'effectivement, il a joué 10 minutes 2, mais c'est quand même le joueur du Lausanne Hockey Club qui a le moins joué durant ce match. Alors, ça, c'est peut-être le problème, mais on a l'impression qu'il était souvent sur la glace, et il y a un côté... Je peux comprendre ce besoin d'avoir une sorte de policier, ou un type qui fait un peu qui fait le sale boulot, pour permettre aux autres joueurs de... Tim Trabert, moi, l'impact qu'il a en fait simplement dans le jeu, au-delà de ce qu'il peut amener, c'est difficile, quoi. Ouais, puis faire le sale boulot sur une ligne avec Léonet, Froidevaux, enfin, j'arrive pas à avoir cet intérêt non plus. C'est ça. C'est ça. Si tu me dis qu'il doit être 13e attaquant, je comprends. Mais... Ou 14e. Ouais, ou 14e, effectivement. Non, c'est... Benjamin Antonitti n'a pas joué, par exemple. Mais c'est ça, moi, c'est vraiment une aberration. Pourquoi tu mets pas Antoniatti qui... J'ai pas l'impression que c'était le maillon faible de ce Lausanne HC depuis le début de saison. Complètement. Et il est relégué au rang de 13e attaquant, ça je ne comprends pas. Et puis par contre, alors Eren en première ligne, c'est intéressant à suivre parce que quand il est dans de bonnes conditions sur un top 6, Eren est content et va bien. Donc, et produit. C'est pas arrivé hier, mais depuis le début de saison, il est vraiment pas mauvais, je trouve. Ouais, ce changement Léonet,
C'est étonnant parce qu'à Zurich, Léonet se blesse à la langue. Au premier tiers-temps, il est remplacé par Eren dans cette première ligne. Et Eren n'a plus quitté cette première ligne. Des fois, comme quoi une saison, elle peut tenir à pas grand-chose. Une saison, mais en tout cas, les circonstances font que tu peux retrouver une place dans l'alignement que tu avais perdu juste parce que ton coéquipier a... Les circonstances, quoi. Voilà, les circonstances qui peuvent être favorables, en l'occurrence pour Yannick Eren, à suivre. Mais ça, c'est un petit développement intéressant, c'est que Yannick Eren est moins disponible, donc il va plus jouer à Lausanne en théorie, et il sera plus content, parce qu'à la base, on sait très bien que c'est Eren qui veut s'en aller. Lausanne n'est pas mécontent de l'avoir en disant ça va, c'est un allié qui peut planter des buts, mais ok, on est conscient qu'il peut jouer plus haut, mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à lui trouver une place. Là, ils en ont manifestement trouvé une, donc peut-être ça va aider tout le monde à être content dans cette situation. Peut-être que Léonet est plus, comme en anglais, reliable, donc fiable. Voilà, fiable défensivement, et que c'est ça qu'il le mettait en avant par rapport à Eren. Cette première ligne, au passage, qui normalement doit être une ligne qui t'amène quelque chose, elle a un petit peu de peine. Jeffrey Vermin ont un peu de peine depuis le début exactement. de saison. Ils sont pas... Est-ce qu'ils sont un peu blessés? Est-ce qu'ils sont pas dans le bon mood? Mais en tout cas, ça tourne pas. La meilleure ligne mardi soir est la meilleure ligne, je pense que depuis peut-être 2 ou 3 matchs, c'est la ligne Moy-Emerton allemande. Emerton, je l'avais parlé l'autre fois, je trouve qu'il est vraiment super bon, et toi tu l'avais aussi souligné lors de l'épisode de présentation en disant qu'effectivement c'était plus le 5e étranger, mais que voilà, il faisait tout juste. Je pense qu'il était parfait, mais en tout cas il est sorti du lot, et c'était très très dangereux à chaque fois que cette ligne était sur la glace. Allemande a marqué, Emerton a marqué d'ailleurs. La ligne aussi de Joris, on l'avait vu sur les... Qu'est-ce qu'on va dire, 2 premiers matchs, il était pas mal. Et puis là, c'est un petit peu plus compliqué. Je doute pas qu'il va se sortir. Mais pour moi, l'une des vraies questions, c'est dans quel état est Dustin Jeffrey. Parce qu'il est 4 matchs, 1 point. Un impact qui est quand même assez faible, malgré le fait qu'il joue en première ligne, évidemment. On sait quand même que c'est un joueur qui vaut 1 point par match quand il n'est pas bien luné. Quand ça va bien, il peut en valoir 2, 3, voire 4. Donc c'est étonnant. Gros test à venir quand même à Berne pour Lausanne, qui a commencé sa saison. On se disait, oulala, Lausanne, ça va être difficile de les arrêter cette saison. Après le match à Zug, où ils leur ont roulé dessus pendant 20 minutes. Après, on en parlait la semaine passée, 2 derniers tiers-temps quand même moyens, mais bon, on disait... Un match complet à Zurich 5-0, finalement. Voilà, où je pense que le score est beaucoup trop sévère par rapport à ce qu'on a vu sur la glace, mais tout comme l'était le 0-4 après 14 minutes à Zug. Complètement. Même si Lausanne a été très bon, il y a 0-4 sur 8 shoots, quoi. Là, il y a 5-0 en n'étant pas franchement dominé. Mais du coup, il y a 2 petits avertissements quand même qui ont été... Il y a eu un avertissement à Zug, il y a eu 2 défaites derrière. Maintenant, tu vas à Berne. Pas simple, surtout que justement, on a mis en lumière quelques points d'interrogation. Comment Stéphane va rebondir? Parce que j'ai pas l'impression qu'il est habitué d'être chassé en plein match. En plus, émotionnellement, c'est un match qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il joue Philadelphie juste après. On se rappelle l'année dernière, Berne, avant et après son match contre les Devils, c'était pas facile, et on en avait suffisamment parlé en disant t'as tellement d'attentes sur ce match de NHL que ce qui vient avant et après, c'est un petit peu du remplissage, en disant vivement que ça commence, puis après t'as un peu la décompression. Là, Lausanne a déjà eu un point fort avec l'ouverture de sa patinoire. Maintenant, il faut aller à Berne dans ce match qui est entre 2 points forts. Pas simple. À part ça, les joueurs qui vont jouer une équipe de NHL, qui se réjouissent. Je veux bien, maintenant, Joris, il a déjà goûté de la NHL, Emerton, il a joué en NHL, Berchi, Vermin, ils ont aussi eu droit à des matchs en NHL. Je veux bien que ce soit impressionnant. Maintenant, là tu parles d'un tiers ou même moins d'un quart de l'équipe. Oui, mais je peux rajouter Lindbaum, je peux rajouter sans doute Junland. Enfin, c'est Tobias Stefan aussi qui avait joué à Dallas, donc c'est pas... C'est quand même quelque chose de spécial. Moi, rappelle-toi, l'année passée, Berne, Berne, ils ont aussi quand même 2-3 joueurs. Oui, mais il y avait Ischier, il y avait toute une hype autour d'Ischier. C'était un junior bernois aussi, donc forcément, les gens avaient aussi envie de voir Nico Ischier, numéro 1 de la draft. Il y avait encore, je trouve, un peu plus... Il y avait un aspect suisse dans les Devils. Mais là, on parle des publics, on parle pas des joueurs sur la glace. Moi... Je vois un piège quand même, et si Lausanne l'évite, c'est tout à son honneur, parce que
psychologiquement, moi je pense vraiment qu'il va falloir être solide parce que comment tu joues ton match à Berne en sachant que derrière il y a ça, dans un coin de la tête. Il y a Davos après Berne. Hein. Et oui, et il y a Davos derrière. Et c'était un des thèmes de la conférence de presse d'Ian Nelson. On a martelé tout l'été aux gars. On reste le focus sur la glace. Il y aura plein de choses autour, etc. C'est la glace qui compte. La Ligue des Champions, on doit la jouer. Il y a justement cette inauguration. Il y a ce match de NHL. Gardons le focus sur la glace. Et ils l'ont martelé tout l'été. Ben, c'est maintenant qu'on va voir si ça a fonctionné parce que tu as le droit d'aller perdre à Zurich. La manière, encore une fois, elle n'était pas dégueulasse. Donc le score était sec, mais la manière n'était pas mauvaise. Perdre à la maison ce match, je parlais des matchs particuliers contre Berne pour Fribourg la semaine prochaine à la maison, une inauguration, ce sera pas pareil parce que Fribourg, ils rouvrent leur chantier en gros. Mais quand même, c'est toujours des matchs un peu bizarres. Donc là aussi, tu peux passer outre. Ben, maintenant, il va falloir enchaîner parce que justement, tu as Berne, tu as Davos, tu as le match des Flyers. Pas simple. Moi, vraiment, je vois la semaine à venir comme compliquée, ou comme piégeuse du moins. Et j'ajoute quand même que ça fait 6 matchs en 9 jours dans la foulée. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en NHL, à mon avis, ça n'arrive pas. Où c'est vraiment le rodéo trip d'une équipe, ou bien le circus trip d'une autre, où tu dois quitter ta patinoire à un moment, puis tu fais un match. Quand il y avait eu le lockout, parce qu'il fallait caser les matchs. Mais 609, les jambes, elles vont piquer au bout d'un moment, je pense. On a abordé un petit peu Genève, mais on va revenir de manière un peu plus précise sur Genève qui vraiment marche sur l'eau. Il n'y a plus Jésus-Christ, mais je ne sais pas si Patémon est un disciple. En tout cas, ça fonctionne du feu de Dieu du côté des Aigles. C'est incroyable, franchement. On parlait des juniors, on parlait des types d'expérience. Les gardiens aussi, mine de rien. Hein, que tu mettes Desclous ou Maillère, on l'avait aussi annoncé en début de saison. Tu m'avais un petit peu demandé, toi tu vois qui comme starter on avait dit Maillère, ouais. Finalement, effectivement c'est ça, mais quand Desclous vient, on sait qu'il est capable, il le fait. Maillère hier fait un très bon match, je crois qu'il n'a pas de but sur la conscience. Non. En fait, on a l'impression que tout roule, il n'y a pas un truc, même quand ils ont perdu contre Bienne, et tu l'avais dit, là ils se sont fait avoir sur ce coup-là, ils ont appris, ils ne referont pas la même erreur, ils n'ont pas fait la même erreur. Ils doivent le gagner en plus, le seul match qu'ils perdent, objectivement ils ne doivent pas le perdre. Ce soir-là. Donc c'est vrai que tout est assez positif. Maintenant, je me réjouis justement. Là, cette équipe, elle va être testée. Elle va jouer 3 fois sur la route en 4. Et le match intercalé, c'est à la maison contre Fribourg, qui est un derby. À la maison contre Fribourg, en général, j'ai pas les statistiques en tête, mais j'ai envie de dire 75% de victoire pour Genève depuis une dizaine d'années. Fribourg n'arrive pas là-bas. Donc c'est un calendrier que je qualifie d'assez favorable quand même. Mais tu vas à Lugano, tu vas à Zug, tu vas à Rapperswil, mais je crois pas que c'est 3 points gagnés d'aller à Rapperswil, surtout cette saison, vu comment Červenka joue. Gros test à venir. Bon, on parlait du calendrier de Genève, de Lausanne, qui allait pas être simple. Là, on en saura peut-être un peu plus aussi sur ce que vaut cette équipe. Je pense qu'on voit ce qu'elle vaut. Hein. Elle a plein de qualités. Mais là, elle va être envoyée au front à Lugano et à Zug, et ça va être sympa. Pour l'instant, ça marche bien. Mais est-ce qu'elle surperforme, tu vois? C'est vraiment... On ne veut pas, tempérer les ardeurs des suiveurs de Genève Servette qui, pour l'instant, vivent un rêve de ce début de saison. Mais il y a un moment, on est souvent rattrapé par la réalité aussi. Genève a pas mal de blessés. Alors, peut-être, on a assez parlé de Tom Ernest, qui va manquer 2-3 semaines, 2 à c'est 3 ça? semaines, ouais. Heureusement, c'est un moindre mal, finalement, on pouvait craindre beaucoup plus. Oui, Jérémy Vick peut dépanner en défense. Pour l'instant, tout tourne bien, mais suffit que le powerplay aille moins bien, que Smons prenne ce que les Américains appellent le rookie wall, parce que tout d'un coup... Smirnov, tu veux dire. Ouais, pardon, j'ai dit Smons, ouais, alors Smirnov, c'est exactement... Prennent le rookie wall en pleine face et que les équipes commencent à avoir des schémas pour s'adapter à lui, finalement. Est-ce que ce serait un gage de qualité d'avoir finalement un piège pour un joueur comme ça? Wingels, Winnick, ils sont vraiment super en ce moment. Est-ce qu'ils vont arriver? Moi, je regarde juste le temps de jeu de Daniel Winnick, c'est 22 minutes. Pour un attaquant, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il a plus de 30 ans. Je pense que Patémon doit pas tirer trop comme ça. Là, ça marche bien, mais à un moment, peut-être que les gars, ils ont plus de gaz. C'est possible aussi. Par la force des choses aussi. Justement, on disait avant, tous les jeunes qui sont un par ligne, et un par ligne offensive et un par paire défensive, souvent, c'est un des projets du club à peu près.
c'est difficile. L'absence de Théo Ernest, elle va être compliquée. Par chance, c'est que 2 à 3 semaines. Mais c'est quand même 2 à 3 semaines. Les matchs s'enchaînent assez vite en ce début de saison. Il y a un petit truc qui me titille sur le début de saison de Genève, c'est sur les 6 matchs. C'est chaque fois l'équipe qui a le moins produit de jeu, qui a le moins de tirs cadrés. Alors, encore une fois, il faut voir toujours la qualité des tirs, il faut voir les tirs à Libye, etc. Mais il y a quand même un trend. Genève tire globalement moins. Donc, est-ce que sur le long terme, est-ce qu'ils vont pas être rattrapés? Puis justement, les 3 buts en 6 shoots à Genève, à Lausanne, comme c'est arrivé à peu près, ou en 8 shoots, sauf erreur. Oui. Dont un 2 sur 2 au début du deuxième tiers. Exactement. Est-ce que ça va pas les rattraper à un moment ou à un autre? Justement, tu parlais de tout roule. Est-ce que ça fait pas partie de ça? C'est l'équipe en confiance qui crée peut-être un peu moins, mais qui est en pleine confiance et qui arrivera à s'en sortir tous les soirs. À un moment, ça va descendre, et comment l'équipe va réagir à ce moment-là? C'est ça. Quand tu vois un Marco Maurer qui joue 23 minutes 24, donc c'est du temps de jeu de Tom Ernest. Oui. Mais on parle de Marco Maurer qui fait au passage un très très bon match, qui est un joueur, c'est Laurent Kleisel qui parlait de ça quand on avait fait l'épisode sur Bienne, en disant on perd un Marco Maurer finalement. Oui. Ça pourrait être un nom, on se dit c'est un honnête défenseur de National League, voire un très bon défenseur de National League, mais tout d'un coup tu t'aperçois que quand il est à Genève, il est très utile. Mm-hmm. Voilà, est-ce que Marco Maurer peut absorber sur 10 matchs 23 minutes de glace, qu'il n'a à peu près jamais eu dans sa carrière, à peu de choses près. Donc tout d'un coup, c'est des choses auxquelles on se doit de penser. Ce qui est marrant aussi, c'est tu parlais de Smons avant par erreur, tu voulais parler de Smirnovs, mais Smons vient, il joue le match contre Lausanne. Il faut rappeler... 2 minutes 30. Ouais, mais il faut rappeler qu'il est là parce que Enzo Guebe, qui avait déjà lui été rappelé de Sierre, est également blessé. Mike Fulmin aussi. Mais justement, Guebe vient pour compenser Fulmin. Guebe se blesse et on fait venir encore un autre joueur de Sierre. La troisième couche finalement débarque, et c'est ça qui est intéressant dans cette pyramide qui a été mise en place par Genève, et qui est vraiment le club qui l'utilise au mieux, cette structure pyramidale d'avoir un club en haut, un club en bas. Getse le fait très bien, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression que c'est moins direct, parce que Getse, ils ont un contingent tellement Zurich a un contingent tellement profond en haut que t'as pas besoin de faire monter ces joueurs épisodiquement. À Genève, il y en a vraiment besoin. Le jour où ils feront remonter Bézina, là, je pense que ça va quand même dire qu'il y aura un petit problème. Mais là, ils en sont pas encore là. Et c'est intéressant. Il y a des blessés en haut, tu fais pas revenir Bézina. Justement, je crois que c'est les moins de 23 ans, tu peux les faire passer dans les deux sens. Ouais. Et du coup, tu fais monter Guebet, tu fais monter Smons, et c'est vraiment super pour ces joueurs. Même Smons, il joue que 2 minutes, mais c'est pas grave. Il est venu sentir un peu l'air dans le vestiaire. Il a quand même mis les patins sur la glace. Il a pas 20 ans. Enfin, c'est vraiment tout positif, ça, ce qui est en train de se passer actuellement. Ouais, il y a juste un joueur où j'ai été surpris de le voir avoir aussi peu d'impact finalement, alors que je l'attendais très fort, c'est Tanner Richard. Qui est... Je ne l'ai pas tellement noté en fait hier. Alors est-ce que c'est parce qu'on était obnubilé par Wingles, par Winnick, par Fer, par peut-être Rod, par le la Coultre. patinoire. Mais pour dire Tanner Richard, tu t'attends quand même à ce que ce soit il est centre de 3e Je pense que ligne, si Tanner Richard, on me dit qu'il est pas à 100%, voire qu'il est pas à 80%, je suis pas complètement surpris. Au début de saison, on rappelle qu'il a quand même raté les matchs, ce qui a permis à Smirnov de jouer en première ligne. Maintenant, tu changes pas, elle va très bien cette ligne, tu la touches pas, donc forcément, tu mets Richard à une autre place. Faire centre de deuxième ligne, je pense que c'est logique, donc centre de troisième ligne, c'est pas une hérésie finalement. Par contre, je pense qu'il est un peu blessé au poignet. Et je dis volontairement au poignet, ça peut être aux poignets. Je crois que c'est les deux. Il y a un problème aux deux, mais ça, je sais pas à quel point, à quel degré c'est embêtant. Est-ce que ça va vers le mieux? J'ai quand même envie de dire que oui, parce que tu le risques pas en début de saison sinon. Ouais. Surtout que les points sont au chaud maintenant. Tout à fait. Ça veut pas dire qu'il faudra plus en faire jusqu'à la fin de saison, mais il y a un coussin de sécurité pour dire non mais attends, là il faut vraiment prendre un jour off quoi. Donc ça doit aller vers le mieux. Quand il a pris off, c'est qu'il pouvait clairement pas jouer, c'était contre Bienne que Genève a perdu d'ailleurs. Je pense que Richard n'est pas à 100% actuellement, il va progresser plus tard dans la saison, mais Genève s'en sort bien malgré un Richard diminué, je pense. Ouais, et puis aussi, c'est pour rien enlever à ses collègues de ligne, mais si on voit la deuxième ligne faire jouer avec Maillard et Rod qui sont plutôt des joueurs techniquement qui ont du hockey sur glace. Miranda et Douai sont plutôt des joueurs avec de l'impact physique, qui ont de la force. Donc c'est aussi peut-être plus difficile pour un centre de mettre en valeur ce genre de joueurs. Ouais, complètement d'accord avec toi. Mais oui, on parlait de circonstances avec Léonet et Ran. Bah là, les circonstances,
Smirnov en a complètement profité. En venant jouer au centre des 2 étrangers, il performe. Il en a 4 passes décisives depuis le début de la saison avec eux. Donc il est clairement à niveau. Il ne surjoue pas avec eux. Il n'y a pas de raison de changer. Donc je comprends le choix de Patrick Aymon de rester fidèle à cette ligne Winnick, Smirnov, Wiggles. Puis on termine ce 6e épisode avec Bienne, qui est le leader du championnat, égalité avec Genève au niveau des points, mais en confrontation directe, comme Bienne a battu Genève, c'est Bienne qui est devant. Et Bienne qui arrive sans marquer beaucoup de buts, à gagner ses matchs. Ils encaissent peu, ils marquent assez peu, mais voilà, 2-1 contre Davos. Ils n'ont pas pris une seule fois plus de 2 buts pour l'instant dans cette saison, en 6 sorties. Ça, c'est le type de hockey manager qui se dit, quand je prends les gardiens qui jouent à la maison, style Hiller à la maison ou Pope, peu importe, parce que finalement, les deux sont bons. Pope, il va gagner au penalty. Il gagne au penalty contre Langnau. Hiller, il gagne au penalty contre Berne à Berne. Bien, on en parlait en début de saison qu'avec toutes les absences offensives, ce serait pas simple, qu'il faudrait être bien compact derrière pour éviter les problèmes, parce qu'il ne pourrait pas marquer des chiers de but en début de saison. On est en plein dedans. 6 matchs, 14 buts marqués, c'est vraiment pas beaucoup, mais 8 buts encaissés. C'est vraiment un Et finalement, maintenant, exemplaire ce qu'ils sont en train de proposer. Il ne manque, si je puis dire, que Damien Brunner. Ils ont récupéré Ria, ils ont récupéré Fuchs, qui joue d'ailleurs sur la même ligne avec Peter Schneider. Ils ont récupéré Ugly. Ça commence à être quasiment l'équipe type. Il manque encore Lutien et Schwander, mais je suis d'accord avec toi. Dans les forces offensives. Voilà, dans les joueurs offensivement doués. En plus, tu mets Ulmer et Carafa sur la 4e ligne. Ulmer, il met encore un but contre Davos. C'est lui qui met le game-winning goal. Ton défenseur que tu mets à l'aile, il commence à marquer les buts. Enfin, tout va assez bien finalement actuellement. Oui, les retours de Ria et Fuchs font vraiment du bien. Schneider produit énormément de volume de jeu, mais ça se retranscrit pas sur la feuille de match. Il tire beaucoup depuis le stop. Il tire beaucoup, il essaye beaucoup, il est vraiment présent. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il n'est pas beau à voir jouer ou il n'est pas élégant à voir jouer, mais qu'est-ce qu'il en impose. Il bosse, quoi. Ouais, vraiment beaucoup. Et ça, c'est un joueur que j'aime voir. Et pour l'instant, Radgeb, à part, on s'est moqué de sa trouée contre Chervenka en prolongation où il s'est pété les chevilles. Fait le job derrière. Ouais, c'est une équipe qui est solide, qui est compacte. C'est marrant parce que j'ai parlé à Turmanen avant le match contre Davos. Puis je dis, en tout cas, ton début de saison, is great. Puis il fait, non. No, it's not great. No, it's not. Puis il dit, moi, au niveau des points, voilà, mais ça, on s'en fout, les points. Non, it's not great. Ok, vivement que ça le soit, alors, parce que pour l'instant, c'est leader, tout va bien, les buts tombent, la défense tient, les gardiens. Franchement, Elien Pope, il est vraiment solide. Quand il reprend un soir de congé, t'as pas de souci, tu fais jouer Pope. Accessoirement, ça va être intéressant de voir parce qu'il y aura un marché pour Elien Pope aussi l'année prochaine. Oui. Il a été un peu perdu dans cette histoire des gardiens, en tout cas, sur le marché. Par nous en tout cas et par d'autres sûrement aussi. On parlait de Boltzhauser qui va être libre, de Ludovic Weber qui va être libre, de Mayer qui n'a pas de contrat, de Turkirchen qui va peut-être être remis sur le marché, de Schlegel. Pope, mine de rien, il a été mentoré, on va dire, par Jonas Hiller ces dernières années. Quand il joue, c'est vraiment solide. Donc, 2-3 petites erreurs à la relance ou 2-3 sorties un peu hasardeuses de temps en temps. Mais globalement, moi, j'aime bien le voir jouer. Accessoirement, il est sympa, c'est pas perdu, je pense. Il sera au Pécaliste, je crois, lundi prochain. Oui, d'ailleurs. Il sera au Pécaliste avec Didier Massy, qui est en alternance avec nous au Pécaliste pour ceux qui suivent cette émission. Ce sera la semaine de Didier. Donc oui, du gardien aux 6-7 défenseurs, même si on compte Ulmer qui est devant. Cet aspect de la glace va bien. Devant, ça produit du jeu. C'est pas hyper efficace pour le moment, mais ouais, je pense qu'il y a des bons jours qui s'annoncent pour ce HC Bienne. Mais il y a un point noir, parce qu'il faut quand même toujours trouver quand même quelque chose qui va pas, même chez le leader. Je pense que si Tormenon pouvait changer quelque chose, il changerait son powerplay, qui pour l'instant en est à 0,17 c'est %. Un goal seulement marqué en powerplay. Qu'est-ce qu'on a dit, en 6 matchs? Ouais. Je crois. Radgeb est venu pour amener son tir sur le powerplay. On disait, Fribourg a mis 13 secondes pour en marquer un contre Zurich. Bienne, là,
mardi, ils ont 10 minutes de powerplay. Et puis, ils en plantent pas un, quoi. Là, il y a quelque chose à trouver. Alors, peut-être, est-ce que, effectivement, Damien Brunner, on disait Gareth Rowe finalement est très intéressant sur le powerplay de Zurich. Est-ce que Damien Brunner est très intéressant et utile sur le powerplay? Moi, je pense qu'un Damien Ria va être utile justement par son shoot. Il donne une deuxième menace si tu le mets sur la même ligne qu'Yannick Radgeb. C'est une deuxième menace. Il a un très très bon shoot. Deux droitiers. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire, par exemple, à ce niveau-là. Il y a suffisamment de joueurs qui savent jouer un power play pour que ce soit pas quelque chose d'inquiétant, à mon avis, à Bienne sur le long terme. Bienne, la suite des opérations, pour Bienne, qui a beaucoup de matchs, finalement. Hein. Ouais, Bienne joue énormément en ce début de saison. La suite, c'est à Ambry vendredi, et c'est à la maison le lendemain contre Lugano, week-end tessinois pour Bienne. Je fais les 2 matchs d'ailleurs, il se trouve que le hasard du calendrier fait que je fais ces 2 matchs de Bienne. Au passage, si l'un d'entre vous a un bonnet, un bonnet Colfax qui a été commandé, je suis à la Tissot Arena samedi soir pour vous le donner en main propre au cas où. Ambry-Lugano, ça commence pas très bien cette saison, hein, même si Lugano s'est repris en battant Berne. Et qu'Ambry s'est repris en battant Langnau. Et voilà, mais c'est un début de saison qui est quand même compliqué pour les 2 équipes. Il y a moyen de faire 2-3 petits points par-ci par-là, non? Ouais, surtout que Lugano a engagé, mais je crois que c'est à partir de la mi-octobre, si je ne fais erreur, Saul Miller, le psychologue du sport, enfin spécialiste des missions commando quand ça tourne pas rond dans la tête. Il avait déjà officié, si je ne fais erreur, à Berne, à Zug, et puis avec l'équipe de Suisse. Quelqu'un m'a dit, il aura bientôt fait l'entier du pays. Effectivement, alors il va travailler sur mandat jusqu'à la fin de la saison avec Lugano. À voir, mais en tout cas, voilà, Lugano qui bat Berne, c'est un joli statement quand... Je pense que ça va soulager beaucoup de monde à Lugano. À mon avis, des bruits que j'entends à gauche et à droite, Lugano est toujours autant, j'en avais déjà parlé, est très 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 agressif en termes de potentiel échange. Dominique Kelly, je pense qu'il ne boucle pas son téléphone. Il est tout le temps en train de proposer des trucs à gauche, à droite. Ça se précise, apparemment, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais cette victoire contre Berne pourrait gentiment faire dire ouais, bon, attendons quand même de voir, il n'y a pas une urgence non plus absolue, on va voir, mettons peut-être 2-3 choses en pause. Mais Lugano, c'est une équipe qui va être intéressante à suivre ce prochain mois. Et je souligne aussi, je crois que Ryan Spooner, on en avait beaucoup parlé parce que ses statistiques parlaient pour lui. Oui. Un type qui a quasiment un demi-point par match en NHL quand ça tourne bien. Je sais pas s'il est venu parce qu'il avait envie de voir des palmiers, mais il a été mis en tribune pour faire de la place à Klaassen. Mm-hmm. Ça va pas trop. Il croit qu'il est là pour... en touriste, quoi. On avait vu aussi Shane Prince avec Davos, c'était pas allé non plus. Il était parti très vite, ouais. En KHL. Peut-être que Spooner peut partir aussi en KHL si ça va pas. En tout cas, comme gros transfert, comme type qui produit pas. On disait aussi au début de la saison, pour certains joueurs étrangers qui débarquent en Suisse, puis qui disent ouais, c'est bon, le championnat de Suisse, ça va être facile. On va tout casser, je viens quand même de la NHL. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois que, mon gars, si tu patines pas, puis que tu bosses pas, tu vas pas y arriver. Ça va pas fonctionner par miracle, parce qu'en face, t'as des nullos, quoi. Et là où c'est problématique pour Dominique Kelly, c'est que... on parle souvent de... c'est pas lui qui était là quand Kapanen était engagé. Le transfert de Zurkirchen, il n'était pas là. Il n'a pas forcément choisi ce gardien-là. Est-ce qu'il aurait vraiment pris Zurkirchen, hein? On peut se poser la question. Spooner, c'est lui qui l'a fait venir. Donc c'est son joueur. C'est l'un de ses premiers moves, finalement, de faire venir ce joueur-là. C'est pas un signal incroyable. Après, la saison est jeune pour tout le monde. Pour Lugano aussi. Et il y a encore de la marge. Je pense que cette marge de progression, je pense que cette victoire contre Berne, comme tu dis, un statement, ça va peut-être faire un peu ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, méfiance quand même de ce HC Lugano, mais moi c'est derrière eux ils me font le plus peur, quoi. On termine vite cet épisode avec vos nombreuses questions. On va peut-être pas pouvoir répondre à tout, il faudra qu'on se renseigne sur certaines. On commence avec Quentin Delavie qui nous demande si c'est un exploit de voir GSHC à ce niveau. Je crois qu'on a déjà répondu abondamment dans le passage consacré à Genève. Alors, un exploit, non. Si Genève est encore à cette place-là après 20 journées, là, je peux commencer à parler d'exploit, oui. Non, pour l'instant, c'est un excellent début de saison. Confirmation attendue. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, tout à fait. Pourquoi autant de mauvais gestes non sanctionnés ? C'est
peu difficile de répondre, j'ai l'impression. Par contre, moi, ce qui me frappe plus, c'est les 2+10. Cette espèce de truc où on n'ose pas mettre 5 parce qu'on se dit que ça va potentiellement handicaper une équipe. Et se dire, voilà, avant, quand il y a du sang, on a le 2+2 et tout, pas de problème. Mais là, tu parlais de Léoné qui avait la lèvre. J'ai pas vu comment il s'est la fait langue. mal. J'ai pas du tout vu C'est le comment. fameux choc de Klingberg qui lui arrache la tête quasiment sur la bande. C'était là. Non. Alors, moi, c'est ce que m'a dit un Moi, joueur de l'HC. c'était à Zurich. Ok, Qui sort pendant le premier tiers. Moi, j'étais pas contre Zug. autant pour moi. Donc, est-ce qu'il y a de plus de mauvais coups? Non, mais effectivement, le 2+10 fourre-tout, il est un peu agaçant. C'est difficile. Je me mets souvent à la place des arbitres et c'est difficile de donner un 5e match. Il faut vraiment que tu sois à 100% convaincu de ton coup de sifflet. Le Bandon check de 2+10, ben, je pense qu'il rend aussi service finalement de dire ben, ça mérite quelque chose, mais... Juge unique, PSO, débrouillez-vous. Parce que pour moi, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment, on veut pas trop prendre de risques. Ça doit être un choc à la tête, une charge à la tête, mais on sait pas trop, on n'est pas sûr. Mm-hmm. Ça, c'est un peu embêtant. À quand des invités, joueurs, fans, référents hockey, fans, hein, on voit qu'il essaye de se placer, Quentin, mais des joueurs, je crois qu'il a quand même écouté Codefax. Je veux dire, on a quand même commencé par Daniel Vukovic la saison passée. Il est Grégory Hoffman. Voilà, en plus, il est supporter de Genève Servette, donc Vukovic. Patrick Aymon. René Fazel, excusez-nous. Quoi. Mais effectivement, on y travaille. Alors, on voulait faire un peu plus d'interviews cette année si on y arrive. On est aussi tributaire des clubs qui doivent nous répondre, etc. Là, on n'a pas encore activé de piste parce qu'il y a plein de choses à raconter en ce début de saison. C'est difficile. À un moment, la saison, elle est par vague. Et le début, c'est là où il y a plein de choses à raconter. Derrière, ça se tassera peut-être un petit peu vers mi-novembre, pause l'équipe nationale. Et là, il y a 2-3 bonnes périodes pour nous prendre aussi du temps pour aller voir la personne et qui peut nous donner une demi-heure. Donc oui, c'est toujours prévu et ça va continuer ça. Eric, les gens ne font-ils pas une fixette sur le secteur visiteur à Lausanne ? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop petit. Mais on le savait hein, quand les plans de la Vaudoise Arena. Il y a 180 places assises, 180 places assises à et 200 potentiellement debout. Pour les visiteurs. Mais moi, j'ai l'impression que les visiteurs, ils se déplacent debout finalement. C'est un peu une tradition que le secteur visiteur, les gens ils vont debout. T'es suffisamment timbré pour aller jusqu'à Lugano depuis Genève, ben t'es suffisamment timbré pour rester 1 heure debout. Quand t'es dans la voiture pendant 8 heures, c'est bon, tu peux rester pendant le match debout. Cette tradition-là, pour moi, elle existe et je pense que de mettre des places assises, moi je vois ça un peu comme un artifice. Non, mais il y a 380 places. Bon, alors par contre, vous ne nous en voulez pas, hein, mais si on n'arrive pas à les vendre, on les vend aux nôtres de ces places. Donc ça permet peut-être, je ne sais pas s'il y a un quota minimum de place, de pourcentage de patinoire, de la patine. Je pense pas parce que dans la patinoire provisoire l'année passée, il n'y avait pas. Dans patinoire provisoire, il y a provisoire. Je pense que c'est surtout ça, c'est un problème d'accès, etc. Donc, ce cas-là, on le met à part. S'il y a une patinoire définitive où il n'y a pas du tout de secteur visiteur, là, on peut en parler. Mais je pense que là, c'était vraiment dû à l'aspect exceptionnel de Malais 2.0. Et d'ailleurs, en play-off, ils avaient fait un coin pour Langnau, si tu te souviens. C'est juste. Fribourg, est-ce qu'on sait un petit peu le pourcentage de place ? Non, j'ai pas la capacité en tête, mais j'ai pas l'impression que ce sera énorme non plus à part ça. Hein. De plus en plus, on restreint les secteurs visiteurs et moi je trouve quelque chose de très dommage. Mais j'ai pas le chiffre à Fribourg. Est-ce qu'on fait une fixette sur celui de Lausanne ? Non, mais c'est juste qu'on fait une fixette sur cette patinoire à Lausanne. Pourquoi ? Parce que c'est un gros truc, c'est quelque chose d'exceptionnel qui est en train de s'ouvrir chez nous, donc on en parle beaucoup, etc. Donc non, on n'en fait pas une fixette. Par contre, moi je trouve vraiment dommage que ce soit petit comme ça. Les Genevois, ils étaient vraiment serrés. Ils ont cassé une vitre. Hein. Elle a été baptisée. En fait, ils en ont rajouté un en haut du secteur pour bourrer, et puis ça a juste cassé la vitre. Tu crois pas que c'est ça ? C'est possible. Mais surtout, là où les gens sont un peu énervés, c'est parce qu'il y a ce scan ID, hein, où tu dois vraiment montrer patte blanche. Bien évidemment que s'il n'y avait pas eu des débordements par le passé, les clubs ne le feraient pas. C'est que finalement, ils préfèrent aussi les coûts de sécurité maintenant. Quand la Suisse s'est proposée pour faire les Jeux Olympiques, qui étaient refusés en votation, les coûts pour la sécurité, c'est tellement incroyable maintenant que tu te dis si tu peux effectivement économiser aussi un peu là-dedans. Et Genève est venue avec son propre service de sécurité aussi pour encadrer ses supporters. Moi, l'atteinte aux libertés individuelles, bien sûr. Je ne suis pas fan du tout. L'argument du « oui, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas de problème à montrer ta carte », je l'entends, je le comprends. C'est comme ça que dans mon esprit, j'ai envie de réagir aussi. Hein. Mais en même temps,
C'est pas parce que quelqu'un renverse son coca au cinéma que la fois d'après, on va demander la carte de visite, la carte d'identité de tout le monde parce que la fois d'avant, il y en a un qui a renversé son coca puis on aimerait savoir qui c'est pour lui faire payer le siège. C'est juste. Je pense que ça n'arrive pas au cinéma, ça n'arrive pas dans plein d'endroits où il y a également des problèmes. Pourquoi là, tu dois absolument avoir ce contrôle d'identité systématique? Moi, c'est cet aspect systématique qui me dérange un peu. On reste sur la patinoire un peu Lausanne parce qu'il y a Global Series en Suisse, l'organisation. Quelles sont les retombées pour les clubs? Ça, c'est difficile à définir, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vraiment de la peine. Toi, tu as fait un article pour parler des prix qui ont baissé, d'ailleurs, les prix à et Lausanne. les packages à disposition ont baissé, effectivement. Ils avaient prévu un peu large en matière de VIP. Apparemment, il n'y a pas de public apparemment pour 360 francs pour voir un match et manger à la patinoire avant ou après ou pendant ou tout ça à la fois. Donc des places sont désormais disponibles pour beaucoup moins cher, sans le package, sans l'hospitalité, etc. Ben, c'est aussi une leçon, mais je dis pas ça de manière moralisatrice, absolument pas. C'est une preuve que déjà organiser des événements c'est pas simple et le LHC commence dans ce nouveau travail finalement. Il l'avait dit Sacha Weibel à la conférence de presse. Il commence dans ce nouveau travail, donc tu peux peut-être te dire voilà, on se fera plus avoir si on a de nouveau un événement où on veut mettre des paquets de VIP à disposition pour nos fans, on sera un poil moins optimiste parce que les gens, moi je me mets aussi à la place d'un supporter normal, disons, qui paye son abonnement, qui est quand même plusieurs centaines de francs, qui va au match, qui investit de l'argent. Il y a la coupe qui se greffe là-dessus, il y a la Ligue des Champions. On rappelle, la Ligue des Champions, c'était payant, les matchs à Yverdon, pour des raisons évidentes. Hein, si tu ouvres les portes à tous les abonnés, ils arrivent, 5500, il y a ils arrivent places. tous à Yverdon, il y a un vrai problème. Donc voilà. Je comprends complètement que logistiquement, ils n'aient pas pu faire ce match gratuit. Je peux imaginer que si c'était à la Vaudoise Arena, il l'aurait peut-être fait gratuit. J'ai aucune idée, hein, mais j'aurais trouvé ça complètement logique de dire voilà, on le fait. On offre quelque chose. On offre ça. À Yverdon, c'était logistiquement impossible. Mais du coup, c'est des frais supplémentaires. Ce match qui vient se greffer, c'est un match amical. Est-ce que moi, je peux imaginer que le fan de Lausanne, il va y aller, il va payer, mais pas à n'importe quel prix. Donc les places debout se sont vendues comme des petits pains. Les premiers prix en place assise se sont bien vendus. Mais au-delà, quel est le public pour ça? Là, ils ont eu la réponse finalement. Ouais. Il y a pas. Et puis si tu as du public qui vient, par exemple, des fans qui aiment simplement, qui ont envie de voir du hockey, qui ont envie de voir une équipe de NHL, les Devils, il y avait Nico Hischier. Enfin, c'est vraiment l'événement suisse. Oh, mais il y a Gritty quand même. Voilà. J'ai l'impression qu'on parle plus de la mascotte que des joueurs qui vont être là, quoi. Non, mais c'est vrai. Raphaël Libert qui me chambre en me disant on veut un selfie avec Gritty de ma part, parce qu'il sait qu'étant fan de Pittsburgh, forcément, l'ennemi, un des ennemis jurés, c'est Philadelphie. Non, ça va, je vais pas faire un selfie avec cet ignoble machin qui ressemble à un Yeti poilu, donc non. La preuve, tu vois, on parle de nouveau de la mascotte, mais oui, pas des joueurs qui seront présents sur la glace. Mais alors, là où je voulais en venir, c'est aussi, certains vont peut-être mal le prendre s'ils sont fans des Flyers, c'est parce que on aurait les Washington Capitals. Tu as Ovechkin, tu as Backstrom, tu as Kuznetsov. Tu prends les Tampa Bay Lightning, tu as Kucherov, tu as Stamkos, tu as Edman, enfin, il y a Vasilevski, il y a vraiment des très très grands joueurs qui sont très connus. Claude Giroux, qui joue au Philadelphia Flyers, il est fantastique, mais il a moins de presse. Et comme il n'y a pas de joueurs suisses, tu mets les Nashville Predators, je suis certain qu'il y a des Bernois qui viennent voir Yannick Weber, Romagnosi. Ou si le match a lieu à Vienne, il y a Michael Raffel. Du coup, je pense que là, c'est un événement qui va être marketé qui tilte un petit peu plus autour de ce joueur. Là, il y a un truc qui m'avait fait sourire, c'est le jour où ils annoncent le match, on reçoit un mail, possibilité d'interview par téléphone avec Jakub Voracek. Tu appuies sur la poubelle puis tu fais ça, c'est pas très sympa pour Jakub Voracek, qui est un fantastique joueur de je dis pas le contraire, de NHL. Mais moi, si je vais vers mon rédacteur en chef puis je lui fais dis donc, j'ai l'interview de Jakub Voracek, ok, très bien, mais pourquoi tu m'emmerdes en fait en ce moment? Non, mais c'est malheureux. Mais ça, c'est la NHL aussi qui pense que forcément ça peut intéresser. Ils se rendent peut-être pas compte. Quand les Edmonton Oilers vont en Allemagne, Léon Draisaitl, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme Hischier à Berne. C'était juste parfait. Mais oui. Là, tout d'un coup, petit peu plus compliqué. Tu aurais les San Jose Sharks, si je reprends un autre exemple. Même Joe Thornton, qui a quasiment 40 ans. Les gens connaissent, il a joué pendant le lockout. Tu as Timo Meyer. T'as d'autres joueurs, t'as Logan Couture qui a joué à Genève. Bien évidemment. Là, c'est un petit peu plus compliqué, je pense.
alors qu'ils ont un super gardien, un Hart, c'est un futur tout grand gardien de NHL. Mais là, on parle vraiment à des connaisseurs. Et les retombées, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que la patinoire sera peut-être pleine. Quoi. Alors, en tout cas, je crois que ça s'est bien vendu. Hein, ce couac des VIP, du trop grand nombre de billets VIP à disposition, doit pas faire de l'ombre au fait que ça s'est bien vendu. Maintenant, à voir si les derniers billets trouvent preneur. Mais je pense qu'au bout du compte, ça sera bien rempli. Je réponds vite à Ethan Destrike qui nous demande le calendrier, pourquoi il y a 6 matchs pour une équipe et 3 matchs pour l'autre, pourquoi c'est toujours un calendrier bancal ou boiteux, c'est le terme qu'on aime bien utiliser. Là forcément, quand vous avez la Champions League, quand vous avez un match, t'en as parlé Greg avant, en faisant le calendrier de Lausanne, en 9 jours, t'as 6 matchs. Tu dois jouer le lundi parce que le Hallenstadion est pris pour un concert. Non, mais la raison 1, c'est Fribourg. Fribourg, ils n'ont pas de patinoire. Oui, alors en plus, pour le coup la raison 2, c'est Davos. Davos, ils n'ont pas de patinoire. Et la raison 3, c'est Lausanne. C'est 3 équipes qui n'ont pas pu jouer à domicile pendant une période. Donc, tous les matchs ont été décalés aux dates de réserve plus tard dans la saison. Oui. Et c'est surtout ça. La Champions League, mais la Champions League, elle avait quand même un impact après. Pas sur le moment. Et puis il y a ceux qui sont qualifiés pour la Coupe de Suisse aussi. Des fois, ça fait tout d'un coup des matchs. Pour le moment, ça ne change rien sur les 6 matchs, sur les équipes qui en ont 6 et d'autres 3. Pour l'instant, c'est. Maintenant, mais si on prend de manière globale un calendrier. Mais la question sur pourquoi le classement est boiteux, c'est vraiment Davos, Fribourg et Lausanne qui ont décalé leur match à domicile aux dates de réserve. Dernière question qui fait mal à ceux qui l'ont dans Hockey Manager. C'est mon cas, évidemment, et je suis clairement pas le seul. Giannoni, est-ce qu'il est aussi fort qu'on le pense? Est-ce que c'était un produit de la défense bernoise? Et puis pourquoi c'est si dur avec Zug maintenant? Moi, j'ai l'impression que Giannoni, on sait que c'est un gardien en play-off, on l'a assez dit qu'il était fantastique. J'ai pas trop de soucis, il va être bon. Oui, puis je pense pas que la défense bernoise était la même en équipe de Suisse. Je pense que Giannoni en équipe de Suisse, c'était pas forcément un mauvais gardien. Au contraire, je veux dire, si on se rappelle des victoires au Danemark contre la Finlande et le Canada, je pense que Giannoni était pas mauvais. Mm-hmm. Non, il y avait Romagnosi aussi devant. Oui, mais il avait quand même été canardé par les 2 fois. Non, il fait des très gros matchs. C'est pas... Ce qu'il faut aussi voir, c'est, et ça on en a pas mal parlé la saison dernière avec Berra, qui jouait totalement différemment de Barry Brust, la saison précédente. Avec Brust, en gros, c'était tu laisses les shoots, fait la place et lui il va gérer, il va pas lâcher de rebond. Berra est un gardien un petit peu différent qui joue dans un autre style. Et il y a des ajustements à faire. Et pour la défense, de savoir, ok, ça c'est un shoot que Stéphane va bloquer parce qu'il est comme ci, comme ça, il va être plus vite à genoux, moins vite à genoux. Giannoni est un gardien plus petit, plus trapu. Est-ce que les défenseurs doivent s'ajuster? Sans aucun doute. Et je pense que dans pas trop longtemps, ces petits ajustements ils vont être faits. Et à mon avis, si vous avez Giannoni, il faut le garder. Complètement. On arrive au terme de cet épisode. Bon, c'est pas parce qu'on est très critique avec ce match sur les Flyers que ceux qui ont des billets, profitez-en quand même bien. Hein, ça va être une chouette soirée. Ça va être un chouette événement. Faut juste pas en attendre trop sur la glace. Mais si vous y êtes, profitez pour moi, du coup. Parce que toi, Jean-Fred, tu y seras, je crois. Hein. Oui. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des bonnets, on va les envoyer tout soudain. Mais c'est avec plaisir qu'on vous les donne de la main à la main. Donc, manifestez-vous. En attendant, on est pas loin de faire une capsule Hockey Manager pour la fin de semaine. Si c'est le cas, on reviendra d'ici peu. Sinon, il y a toujours moyen de nous contacter par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous écouter SoundCloud, Spotify, etc. Puis surtout, posez-nous vos questions. On a répondu à la majorité des questions qui nous ont été posées, mais on en a encore sous le coude, mais n'hésitez pas. Bonne semaine.